Bonjour et bienvenue dans le Club RH, le podcast fait par et pour les professionnels des ressources humaines. Ici, nous décryptons les grands enjeux RH d'aujourd'hui et de demain, aux côtés de DRH et d'experts engagés. Je suis Sophie Plumer, ancienne responsable RH. J'œuvre aujourd'hui auprès des comités de direction pour faire évoluer les pratiques RH et managériales. Et je suis Delphine Cochet, fondatrice et directrice générale de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est la solution RH qui accompagne les salariés dans tous leurs moments de vie, et notamment dans les situations de vulnérabilité, comme la parentalité, l'aidance, la santé mentale ou encore le handicap. Dans cette 3e saison du Club RH, nous avons choisi d'explorer un sujet essentiel, le care. Cette notion anglo-saxonne qui évoque le soin, l'attention portée à l'autre. Pourquoi ce thème ? Parce que dans un monde du travail chahuté, parfois divisé, toujours plus exigeant, nous sommes convaincus que prendre soin des équipes est la clé pour bâtir des entreprises plus humaines, plus performantes et plus durables. À notre micro, vous entendrez des DRH et des acteurs du care en entreprise qui mettent en place des politiques RH innovantes. Ils partagent avec nous leurs enjeux, leurs pratiques, leur expérimentation et les leçons qu'ils en tirent. Ce podcast n'a évidemment pas vocation à donner des leçons, mais à inspirer, à vous offrir des clés concrètes pour agir et à vous ouvrir les coulisses des meilleures pratiques RH du moment. Nous explorerons à la fois des sujets d'actualité et des enjeux prospectifs pour vous aider à garder un temps d'avance. Place maintenant à notre conversation avec notre invité. Nous vous souhaitons une très bonne écoute de cet épisode du Club RH par Ma Bonne Fée. Et si vous souhaitez prolonger les discussions, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. C'est parti! Bonjour Amélie. Bonjour Sophie. Bonjour Delphine. Bonjour à toutes les deux. Et bienvenue sur le Club RH. Amélie, avec Delphine, on est ravis de t'accueillir pour cette nouvelle saison du Club RH. Amélie, tu es l'autrice du livre 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise, du recrutement à l'offboarding, paru chez Vuibert. Je montre à la caméra. Merci. Tu es aussi cofondatrice et dirigeante de Talent Management Group, et avec laquelle tu es une observatrice et une actrice du monde du travail. Tu fais de la formation, tu accompagnes les entreprises, tu accompagnes aussi les talents aux chercheurs d'emploi dans leur carrière. Donc tu as vraiment une intervention sur le monde du travail qui est très large, un point d'observation et d'action important. Tout à fait. Du junior au senior en plus. Du junior au senior, et ce depuis... Fort lointain. Pas mal de temps, hein. Tout le monde a la ref, mais oui, effectivement, ça fait talent management à 10 ans, mais ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le recrutement, la formation, l'insertion professionnelle. Oui, je ne suis plus tout jeune. Et donc cette 3e saison du Club RH est dédiée à la notion de care, donc cette notion de prendre soin, de porter attention à l'autre. Et aujourd'hui, avec toi, on voulait précisément s'intéresser à la population senior. On va découvrir ce qu'est le senior, les seniors en entreprise. On va se rendre compte que en fait, ça concerne beaucoup de monde. Et puis toutes les problématiques RH liées aux seniors. Et on a, pour commencer, une première question qu'on aime bien poser. C'est quoi, toi, à titre personnel, ta vision du care en entreprise ? Pour moi, la vision du care, c'est pas juste un mot à la mode qu'on pourrait penser. C'est une vraie stratégie RH. On pourrait parodier le titre d'un film, d'une série américaine. On pourrait dire Care is the new HR. J'aime bien, je garde. tu valides. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout dans le métier des ressources humaines doit tourner autour du care. Et il y a plein d'études qui l'ont démontré. Plus on prend soin des collaborateurs, plus ils sont performants, plus ils sont fidèles, plus ils sont engagés, plus ils sont motivés. Donc en fait, on a tout à y gagner à prendre soin de nos collaborateurs, qu'ils soient juniors ou seniors, peu importe leur statut, peu importe leur grade, leurs origines. Tous les collaborateurs qui passent la porte, même l'étudiant, le stagiaire, jusqu'à Mathieu, 58 ans, ou Bernard, 63, ils ont tous quelque chose à apporter à l'entreprise. Et pour moi, c'est pour ça que c'est une vraie stratégie RH. Je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais si c'est si bénéfique que ça de prendre soin des talents,
Pourquoi on le fait pas ou peut-être pas Pourquoi assez. sommes-nous là Pourquoi sommes-nous là? Exactement. On parlera spécifiquement des seniors, mais comme tu as une intervention et une observation du monde du travail qui est très large, voilà, tu peux peut-être nous apporter ta vision. Plus quelque chose est évident et sous notre nez, et moins on le voit. D'ailleurs, est-ce que tu vois ton nez? Tu vois pas ton nez. Et pourtant, c'est une évidence. On a tous le nez au milieu de la figure. Et donc, en fait, c'est la même chose, en fait, dans le monde de l'entreprise. Moi, je fais souvent le lien, on parle souvent de bienveillance dans l'entreprise. Je suis pas très fan du mot. Je vais préférer le mot bon sens. Et en fait, je vais faire le lien avec le paysan qui cultive sa terre. Et au début, il a une terre qui est peut-être pas très belle. Et puis, il va commencer à observer les saisons. Il va retourner la terre, il va planter sa graine. Il va arroser, il va enlever les mauvaises herbes. Et puis, il y a des fleurs. Il y a plein de choses qui vont pousser, qui vont pouvoir la biodiversité. Tout plein de diversité au sein de son champ. Et tout ça va lui permettre de vivre, de cultiver plein de choses. Et c'est exactement la même chose dans le monde de l'entreprise. Sauf que, on a aussi des gens qui veulent mettre enlever les mauvaises herbes. Et donc, ils vont nous mettre des choses pas très agréables dans notre terre. D'autres qui veulent avoir qu'un seul type de champ et veulent pas justement de diversité. C'est la même chose dans les entreprises. On a des entreprises qui ont envie de cultiver la terre correctement et de faire les choses bien. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie plutôt d'aller au plus vite. Ça, je sais que si je cultive, je sais pas, je vais dire au hasard du blé, ça se cultive très vite. Et je ne veux faire que du blé pour cultiver vite et gagner de l'argent plus rapidement. Donc, c'est les deux visions de l'entreprise. Et gagner du blé. C'était un bon... Finalement, le blé, c'était bien vu. Ok, peut-être, est-ce que... au plus on va pousser vers une agriculture raisonnée, au plus le monde du travail va se transformer aussi. On tend vers ça. Il y a un lien entre les deux, hyper intéressant. Toutes ces nouvelles générations, toutes les générations qui sont arrivées sur le monde du travail nous ont poussé à réfléchir. À chaque fois, on a appris, on a modifié des choses. Et encore plus aujourd'hui avec la nouvelle génération qui a vu tout ce que les anciennes générations avaient subi et se disent non, en fait, c'est pas normal. Et c'est ce qui choque aussi, c'est ce qui fait aussi la difficulté entre les générations, c'est qu'en fait, ils mettent le doigt sur quelque chose où on sait qu'ils ont raison. Quand ils nous disent que non, faire plus d'heures, c'est pas logique, ne pas être valorisé, c'est pas logique, ne pas être respecté, c'est pas logique. On est tous d'accord avec ça. Et en fait, comme on est d'accord, on se rend compte que on a été un peu bidonné pendant quelques années, on se dit en fait ils ont raison. Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ok, donc on a ta vision du care. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un senior ou cette notion de senior? C'est vague parce qu'il n'y a pas vraiment de définition en plus du mot senior. Moi, je la positionne autour de 45 ans. Dans les enquêtes, souvent les entreprises vont positionner autour des 50, 51 ans. Dans le recrutement, tu es discriminé à partir de 40, 45 ans. Donc en fait, il y a un gap. Moi, j'ai souvent entre 45 et 55 ans, c'est là où on est vraiment dans le dur senior. On le voit, même les stats sont pas figées. Parce que de temps en temps, que ce soit France Travail ou l'INSEE, ils vont choisir des stats à 50, à 55. C'est au petit bonheur la chance, en fonction de ce qu'ils ont envie de nous dire. Je me dis que si un jour, ils nous sortaient véritablement les stats du taux de chômage des 45-55 ans, on serait quand même... ça nous ferait mal, en tout cas. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils nous le donnent véritablement pas. Parce que pour toi, il y a un décrochage à 45 ans, c'est ce que tu observes. Je vois beaucoup de candidats qui, à l'approche des 45 ans, commencent à s'inquiéter, se font souvent débarquer des entreprises, décident d'une reconversion. Ça, c'est la grande tendance de la reconversion. Et donc, tout le monde décide d'aller élever des chefs dans le Larzac. Peut-être pas. Mais d'être indépendant. En tout cas, d'être indépendant. Et souvent, c'est pour des bonnes raisons. C'est pas de la meilleure manière, mais en tout cas, c'est souvent pour des bonnes raisons. Après, le problème, c'est qu'effectivement, il y a plein de stéréotypes et de préjugés. Les recruteurs, quand vous avez 45-50 ans, souvent, ils ont pas envie de vous faire confiance au moment de la reconversion. Parce qu'ils vont dire, oui, vous êtes junior sur votre métier. Vous avez pas d'expérience. Donc après, c'est comment on aide aussi ces candidats à se valoriser pour montrer tout ce qu'ils sont capables de faire. Mais pour revenir à ta question, parce que je me disperse beaucoup, vous avez vu. On va dire 45-50 ans en règle générale, même s'il n'y a pas vraiment de chiffres à la clé derrière. Et souvent, les 45, c'est lié aussi à l'entretien de seconde partie de carrière qui arrive à ces 45, parce que finalement, on est en milieu de parcours à 45 ans. On a potentiellement bossé depuis une vingtaine d'années et il nous reste encore à travailler encore une vingtaine d'années au minimum. Au moins, ouais. Si c'est pas plus... Ça paraît très jeune quand même, 45 ans. C'est très jeune. Ouais. Quand j'avais lancé avec Boost Me Up des parcours d'accompagnement pour les candidats, j'avais même des candidats qui avaient 38 ans ou 42 ans qui me disaient « Alors on sait que vos parcours c'est pour les 45 ans, mais est-ce qu'on peut quand même s'inscrire ?»
Oui, vous pouvez. Donc on voit de plus en plus que c'est quand même des sujets qui interpellent, qui interrogent. Tant qu'on est en poste, ceux qui ont 45 ans sont pas inquiétés. 50 ans, ils sont en poste, tout va bien. Mais quand ils commencent à perdre leur job, à partir de cet âge-là, c'est là où on se rend compte qu'ils rentrent dans un cercle vicieux qui est très difficile d'en sortir. Mais sachant que même s'ils sont encore en poste à 50 ans, comme tu le dis, il va y avoir des enjeux de rester de la bonne manière, de performance, d'intégration dans un collectif. Et je crois qu'il y avait une de nos questions qui sont justement, c'est quoi aujourd'hui les stéréotypes autour du senior en entreprise. Alors moi, j'ai même des clients qui travaillent sur le sujet et qui veulent pas parler de senior, ils veulent parler de deuxième partie de carrière. On change un mot pour un autre. Mais c'est quoi les stéréotypes auxquels ils font face ? Alors, ils coûtent trop cher. C'est souvent, moi, en recrutement, c'est la première chose qu'on va me dire. Non, mais ils vont me coûter trop cher. Je dis, non, parce que déjà, je mets la fourchette de salaire sur l'annonce. Et je dis, non, parce que vous allez gagner du temps. Ils viennent avec des compétences, ils viennent avec une expertise. Donc, forcément, et puis, très souvent, un senior, quand vous le recrutez, il est beaucoup plus fidèle à la boîte. Donc, il va rester plus longtemps. Donc, sur du long terme, le senior n'est pas plus cher que quelqu'un de plus jeune et donc de moins cher. Ensuite, on va souvent leur dire que ils sont pas très adaptables, ils ont leur vision des choses et ils veulent pas en bouger. Non, en fait. Et alors, ça fait écho avec ce que tu disais juste avant. Si on prend le temps de les entrer dans un parcours d'accompagnement, de formation pendant toute leur durée de vie dans l'entreprise, effectivement, on va les aider à être adaptables. On va leur montrer qu'il y a peut-être des nouvelles méthodes pour travailler, des nouvelles méthodes de penser, de prospecter, de communiquer. Et donc, en les aidant à travers la formation, on va les rendre beaucoup plus adaptables. Bon, il y en aurait plein d'autres, des stéréotypes. Ouais, donc tu dis ils sont trop chers, pas adaptables, mais en même temps, on peut pas vraiment se passer quand même de seniorité dans l'entreprise. Ah ben non. Surtout qu'on sait qu'un salarié sur 3 d'ici 2030 aura plus de 50 ans. Ouais. Donc, comment on fait évoluer les mentalités sur le sujet des seniors ? Ça passe beaucoup par la formation et la sensibilisation. C'est sensibiliser autour des stéréotypes, des préjugés. Si on a une équipe de recruteurs en interne, c'est les sensibiliser aux biais cognitifs. C'est leur expliquer tout ce qui ne va pas dans leur procédure aujourd'hui et mettre en avant aussi tout ce qui va bien, mais voir comment on peut améliorer. Et on le voit très bien dans les annonces. Rejoignez cette entreprise jeune et dynamique. Quand on a 55 ans, ça nous donne pas envie d'y aller. Alors qu'on est jeune et dynamique à 55 ans. Mais c'est marrant comme le mot jeune et dynamique est souvent mis ensemble. On dit pas, je suis vieux et dynamique. Toi, les deux mots ne s'associent pas naturellement en fait dans notre vocabulaire, parce qu'on l'a tellement vu écrit jeune et dynamique. C'est comme les étudiants quand ils postulent et qui sont motivés et dynamiques. Là c'est la même chose pour dans les annonces. Quand on met des photos de famille de tous les collaborateurs dans les annonces et qu'ils ont tous moins de 30 ans, forcément si j'en ai 55, je vais peut-être avoir un peu moins envie de postuler. Le tutoiement et le vouvoiement dans l'annonce, ça fait des longs débats. Beaucoup de seniors aujourd'hui estiment que si l'annonce utilise un tutoiement, ce n'est pas une annonce pour eux. Alors que je dis, il n'y a pas de raison en fait. Ouais. Donc même eux se mettent des freins à leur manière de postuler. Du coup, j'en ai perdu la question. Non, ma question, c'était comment on fait évoluer les mentalités ? Notamment des recruteurs, des dirigeants. Il y a les recruteurs, les managers, on passe aussi par de la formation. À un moment donné, c'est les sensibiliser sur les biais cognitifs à nouveau, les stéréotypes, les préjugés, le fait de découvrir aussi les équipes, qu'est-ce qui les motive, parce que on peut pas dire les jeunes sont motivés par ça et les vieux sont motivés par ça. On a tous des motivations individuelles et donc il faut les connaître. Donc il faut s'intéresser aux équipes. Et donc tout ça c'est aussi ultra important et très souvent la sensibilisation elle peut même monter jusqu'à la direction générale parce que très souvent quand ils ont 50 ans ils veulent pas recruter des gens qui ont le même âge qu'eux. Ils vont tout de suite dire non ils sont trop vieux. Ils ont pas votre âge. Du coup vous on fait quoi, on vous dégage tout de suite ou pas? Donc c'est aussi le truc qui est totalement paradoxal et donc c'est d'arriver à comprendre que la diversité et pas juste la diversité culturelle mais même la diversité par l'âge c'est une chance et que les entreprises en ont besoin. Parce que aujourd'hui, c'est quoi ta vision de la place des seniors en entreprise ? Parce qu'on est tout de suite un peu parti sur il y a un problème autour des seniors, il y a des stéréotypes, etc. Mais aujourd'hui, les seniors, ils sont traités comment en entreprise ? Pourquoi tu as fait ce travail ? Pourquoi tu as fait ce bouquin ? Il y avait quand même beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes. Moi, je vois beaucoup les candidats seniors quand ils sont sortis de l'entreprise. Okay.
Donc tout ce qu'ils ont rencontré, vécu dans l'entreprise, le fait de ne pas avoir accès à la formation. Aujourd'hui, il y a à peine 35% des seniors en entreprise qui ont accès à la formation. C'est-à-dire qu'on va privilégier plutôt les plus jeunes dans les parcours de formation, ce qui est une aberration totale, ce qui forcément va faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont avoir des compétences obsolètes, donc on va les pousser vers la sortie. Et donc on va dire, oui, c'est normal, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Oui, mais qu'a fait justement le service RH, qu'a fait le manager et qu'a fait le candidat lui-même pour rester employable dans l'entreprise? Est-ce qu'il a continué à se former? Alors c'est se former d'un point de vue technique, sur des soft skills, sur des logiciels, mais même aussi c'est travailler sa curiosité intellectuelle. Je les engueule tous, je dis tous, juniors comme seniors, parce que très souvent je leur dis, qu'est-ce que vous faites pour apprendre? C'est-à-dire, est-ce que vous écoutez des podcasts comme celui-ci par exemple? Est-ce que vous êtes abonné à des newsletters? Est-ce que vous lisez des bouquins? Est-ce que vous regardez des tutos, que ce soit sur YouTube ou même TikTok? Qu'est-ce que vous faites pour apprendre? Il y a plein de parcours de formation qu'on peut faire qui coûtent pas grand-chose. Il y a du Udemy, du Coursera, du LinkedIn Learning. Il existe énormément de choses pour moins de 30 balles. On peut avoir accès à des formations et donc se former à plein de choses, pas forcément liées à notre métier, mais à tout ce qui peut nous entourer. Souvent, je leur dis, l'IA en ce moment, ça fait déjà quelques années que c'est dans notre vie, mais est-ce qu'on s'est intéressé? Est-ce que vous êtes formé à ce bouleversement qui va peut-être impacter votre métier, votre secteur? Non. Pourquoi? Est-ce que vous ouvrez un journal de temps en temps? Et en fait, ce manque de curiosité intellectuelle de ce qui nous entoure, de ce qui peut nous impacter, c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on va avoir des compétences totalement obsolètes, qu'on n'a plus l'état d'esprit pour arriver à faire des liens entre plein de choses, en disant, tiens, en fait, si je veux pouvoir évoluer dans l'entreprise, ou si je veux pouvoir évoluer tout court, et donc gérer ma carrière, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, il faut aussi que je me prenne en main. Et donc ça, les candidats, souvent, je leur dis, allez-y, bougez-vous. Donc il y a un sujet des deux côtés. Il y a un sujet au niveau des entreprises qui peuvent avoir des préjugés, peuvent ne pas accompagner ces populations parce qu'elles donnent moins envie, qui est un problème de société, qui est lié aussi, on voit, dans le cinéma, dans les médias, dans la pub, etc. On fait le culte du jeunisme et moins du seniorisme. Je sais pas si alors seniorisme si, mais si t'es un homme. Okay. Georges Clooney est toujours forcément magnifique en homme senior. Une femme senior, ça a mis du temps avant d'arriver. Ça arrive maintenant. Les femmes revendiquent de plus en plus leur seniorité, affichent leurs cheveux gris, affichent un visage sans maquillage de plus en plus. Mais il y a 10 ans de ça, ça n'existait pas. Les femmes dans les médias et même au cinéma, si elles avaient 40 ans, 45 ans, elles jouaient déjà les rôles des grand-mères au cinéma. Aujourd'hui, on voit enfin des films qui sortent avec des femmes et des hommes seniors sur des vrais rôles. Donc, c'est en train de bouger. Il faudra encore 1 ou 2 générations pour que ce soit ancré en nous. Donc, ce qu'on voit dans les médias, au cinéma, on le voit aussi en entreprise, là où c'est moins médiatisé et moins paillettes et glamour. Oui. Ok. Tu le disais, il y a aussi un phénomène où les seniors... peut-être notamment des femmes, c'est peut-être exacerbé auprès des femmes, quittent le monde de l'entreprise, quittent le monde du salariat pour des questions de flexibilité, pour des questions de valorisation aussi. Est-ce que c'est plutôt pour se mettre à leur compte, pour entreprendre? Est-ce que c'est un phénomène que tu observes et quelle est ta vision sur ce phénomène? C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Je crois que les chiffres de l'INSEE, c'est 30% aujourd'hui des plus de 50 ans sont indépendants. Donc c'est quand même énorme. L'idée, encore une fois, c'est de se dire pourquoi ils sont partis de l'entreprise. Est-ce qu'ils en avaient ras-le-bol? Est-ce qu'ils ont été effectivement maltraités? Est-ce qu'ils ont été mis à la porte? Est-ce qu'ils avaient envie de vivre autre chose, de s'épanouir autrement sur peut-être un nouveau métier, un nouveau secteur? Si c'est ça, c'est une bonne raison. En tout cas, si c'était une envie d'évoluer par eux-mêmes. Souvent, c'est aussi, ils sont devenus indépendants par la force des choses. On les a mis dehors de l'entreprise, ils n'ont pas retrouvé du travail tout de suite. Les plus de 50 ans mettent quand même jusqu'à 3 ans pour retrouver du travail. C'est quand même très long. Les indemnités vont pas jusque-là. Donc, à un moment donné, il faut gagner de l'argent pour remplir le frigo et payer les factures. Et donc, beaucoup se lancent dans l'indépendant. Et c'est souvent aussi le maître mot qu'on peut retrouver à France Travail ou ailleurs. C'est, si tu trouves pas du travail, tu peux te lancer à ton compte.
c'est pas donné à tout le monde de se lancer à son compte. Et donc c'est pas de la place pour tout le monde non plus. Il y a pas de la place pour tout le monde. Et puis ça veut dire ok, t'es bon dans ton métier, mais est-ce que tu sais communiquer, est-ce que tu sais prospecter, est-ce que c'est toi qui vas faire la compta, l'administratif, ou est-ce que tu vas sortir de l'argent pour payer d'autres personnes qui vont le faire à ta place. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes et sur lesquelles on communique pas assez. Et donc effectivement, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué pour beaucoup de candidats de se lancer à leur compte. Certains y trouvent un avantage, c'est parce qu'en fait leur ancien employeur les recontacte pour revenir en freelance, parce que ça leur coûte moins cher. Et là, bizarrement, sur le marché du travail, on se rend compte que les seniors indépendants, mais c'est ultra bankable. Il y a énormément de grands groupes qui adorent employer des consultants seniors, comme ils aiment bien le faire, qui étaient auparavant des anciens salariés en fait. Mais bizarrement, c'est beaucoup plus... Ça claque, en fait. C'est-à-dire qu'on a un pôle de consultants seniors qui vient épauler les équipes. Et pour beaucoup, ça fonctionne de cette manière-là. Mais ça reste toujours très compliqué. On n'est pas tous faits pour être indépendants. Donc même s'il y a du portage salarial où on peut être épaulé, c'est quand même une vraie question à se poser, ou alors c'est quelque chose à tester au démarrage de ces indemnités chômage pour pouvoir essayer de rebondir malgré tout si jamais on n'y arrive pas. Et c'est quand même un problème, j'imagine, à terme dans les entreprises. S'il y a moins de seniorité, il y a moins d'accompagnement des plus jeunes, moins d'encadrement, moins de savoir-faire aussi, non ? On le voit notamment dans les startups qui... On va pas se cacher, ont généralement une photo de famille plutôt très jeune. Mais quand ils passent les échelons et que ça devient des scale-up, beaucoup se mettent à recruter des seniors. Parce qu'ils ont besoin justement d'avoir des personnes rassurantes, des personnes capables d'encadrer, des personnes capables d'avoir une vision, d'une personne capable d'avoir du réseau, des contacts qui va permettre à l'entreprise justement de grandir beaucoup plus vite et d'aller plus rapidement sur certains projets. Et donc là, à ce moment-là, on se rend compte que les seniors, oui, il y a un intérêt à les avoir. Et est-ce que dans tes exemples concrets de pratiques RH, typiquement une scale-up qui était plutôt jeune et se met à recruter des seniors, est-ce qu'il faut penser à un accompagnement spécifique ? Est-ce que ça se fait comme n'importe quel recrutement ? Est-ce que... Alors ça dépend toujours de la manière dont la motivation et l'envie d'avoir des seniors dans l'équipe se fait. Si c'est fait de manière naturelle en disant on recrute quel que soit l'âge et on se rend compte que les talents seniors c'est aussi un atout pour nous, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'avaient absolument pas l'habitude et qui sont remplis de biais, de stéréotypes, là, effectivement, il faudra un accompagnement. Mais j'ai vu des startups recruter des seniors et ça se faisait naturellement. Le mix dans l'entreprise se passait super bien. Les jeunes étaient ravis d'aller vers les plus expérimentés pour justement avoir des conseils, leur demander comment faire, quoi faire. Ça les rassurait. Et les expérimentés, ils allaient aussi demander des petits conseils aux jeunes en disant attends, j'ai vu que tu utilisais telle technique, tu peux me montrer vite fait. Et en plus, c'est dans des métiers dédiés au digital, à la formation. Donc, des choses où on se dit, non, les seniors, ils sont pas digitaux, on sait bien. Alors que là, au contraire, c'était une entreprise qui misait aussi sur cette mixité et sur le fait d'avoir à la fois du junior et du senior dans la boîte. Et ça cartonnait. Et quand j'allais déjeuner avec eux, je me rendais compte qu'il y avait vraiment une cohésion d'équipe. Tout le monde mangeait ensemble, tout le monde discutait, tout le monde partageait des histoires. Et j'ai envie de dire, c'est ça qu'on aimerait. Alors, je sais bien que c'est le monde des bisounours, mais c'est en tout cas quelque chose que j'espère de plus en plus. On le voit même dans les grands groupes. Il y a des grands groupes au niveau de la banque et de l'assurance qui militent aussi, qui travaillent beaucoup là-dessus pour travailler sur les juniors et les seniors, pour les faire travailler ensemble, pour les faire durer dans l'entreprise ensemble. Donc, ils ont mis en place effectivement beaucoup de parcours d'accompagnement, des parcours dédiés à la mobilité, pour aider les gens à bouger et à rester toujours en veille par rapport à tout ce qui peut se passer. Tu as écrit un livre 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise. Dans la valorisation, il y a évidemment le soin qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu as une ou deux pratiques RH vraiment un peu essentielles pour prendre soin des seniors en entreprise, leur donner envie de rester et d'apporter de la valeur à l'entreprise ? Pour moi, la première chose, c'est vraiment la formation. La formation est essentielle et n'est pas encore assez bien faite pour moi dans beaucoup d'entreprises. Okay. C'est-à-dire qu'on pense au plan de formation obligatoire, où on va imposer des créneaux des fois d'une journée ou de demi-journée. Enfin,
c'est pas réfléchi, c'est pas pensé avec le collaborateur. Et je pense qu'aujourd'hui, les plans de formation doivent vraiment être pensés individuellement avec le collaborateur, en fonction de sa motivation, en fonction de ses besoins, en fonction de comment lui se voit dans l'entreprise. Donc ça vient aussi en lien avec les entretiens annuels où on va vraiment questionner le collaborateur, genre ok, est-ce que tu as aimé aujourd'hui, est-ce que tu aimes ton poste, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît plus, comment tu as envie d'évoluer, qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est rassurer le manager en lui disant si ton collaborateur veut quitter le service, c'est pas grave, c'est ok. Il peut bouger, et ça c'est aussi souvent une inquiétude pour beaucoup de managers, en disant mais oui il est bon, s'il part comment on va faire? On va travailler ça ensemble. Justement cette passation ça va se faire, il peut aider aussi à recruter quelqu'un d'autre, c'est peut-être une mobilité interne qu'on peut, sur lequel on peut miser. Donc cette formation elle doit vraiment être faite au cœur des besoins, tant des besoins stratégiques pour l'entreprise, comment l'entreprise se voit dans 5 ans, dans 10 ans, et donc quels sont les besoins, les compétences dont elle doit avoir en son sein et comment elle va pouvoir former ses équipes. Et c'est aussi comment le collaborateur se voit dans 5 ou 10 ans et comment on arrive à faire matcher ça. Si à un moment donné on se rend compte que ça ne matche pas, on l'accompagne aussi sur son départ. Mais l'idée encore, c'est de le faire en bonne intelligence, comme le ferait quelqu'un qui cultive sa terre, j'ai envie de dire. Donc ça, pour moi, la formation, c'est vraiment clé. On a longtemps entendu parler de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ça, mais il faut juste le faire avec bon sens. Donc revenir un peu, on reprend un peu son joli fichier Excel de formation et on fait croiser toutes les données. Je sais que c'est pas forcément toujours évident, mais si on n'écoute pas les besoins des collaborateurs, on peut pas en prendre soin. Le prendre soin, c'est déjà écouter les gens. De quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin. C'est les respecter, c'est justement faire en sorte de les accompagner, leur expliquer les choses. Beaucoup d'entreprises perdent des collaborateurs parce qu'ils ne savent pas expliquer les choses aux équipes. Et donc les équipes se barrent en disant ouais mais moi j'en ai marre pour telle et telle raison. Mais oui, mais si on t'avait dit pourquoi, peut-être que tu serais resté, t'aurais compris, t'aurais agi différemment. Donc là on parle souvent de transparence dans les entreprises, ça fait partie. Plus on est transparent et plus on dit les choses et plus c'est facile. Donc pour moi la formation ça va englober vraiment tout ça. C'est de l'écoute, c'est de la transparence, c'est de la compréhension, c'est de la motivation et on réunit les enjeux stratégiques de l'entreprise et les motivations individuelles de chaque collaborateur. Ok, ce que j'entends aussi, c'est que quand tu parles de formation, on n'attend pas que le collaborateur, il ait 50 ans pour le former. Non. Parce que souvent, les entreprises, effectivement, focusent leur plan de formation sur les jeunes pour vraiment leur permettre d'acquérir les skills nécessaires, les compétences nécessaires aux premières années. Mais en fait, la formation doit être continue, régulière, tout au long de sa vie pour qu'on n'arrive pas au-delà de 45 ans sans avoir été formé depuis 20 ans et c'est problématique. Si on a un collaborateur dans l'entreprise qui n'a pas été formé pendant 20 ans, c'est pourquoi le collaborateur s'est pas manifesté, et 2, d'un point de vue RH ou même d'un point de vue managérial, si on a quelqu'un qui était là pendant 20 ans, on l'a mis dans un placard pour qu'on le voit pas. Non, ça n'arrive pas, non? Ça doit arriver. Ça doit arriver, tu penses? J'ai vu dans beaucoup d'entreprises, j'ai vu au moins des personnes qui pendant 4-5 ans n'avaient pas de formation. Parce qu'elles en demandaient pas. Le catalogue circulaire, c'est cochez vos choix de formation. Et à chaque fois, c'est non, c'est bon, j'ai pas besoin. Comment ça, t'as pas besoin? Si, donc un des rôles, ce que tu dis dans tes pratiques, c'est en tant que RH, ayez une attention particulière à des publics qui peut-être ne se manifestent pas d'eux-mêmes, mais il faut aller un peu... le rôle en tant que RH, c'est aller les titiller, les challenger, creuser un peu avec eux pour les aider à formuler un besoin ou une attente qu'ils auraient peut-être pas eux-mêmes formulé parce qu'ils sont... On a aussi des seniors qui sont bien dans leur job, ça roule, ils se disent c'est pas maintenant que je vais changer, voilà, je reste en mode parce qu'on voit la formation comme un changement. Alors qu'en fait la formation c'est juste une continuité et ça peut être aussi un moment où on peut décompresser de sa journée de travail, voir d'autres collègues, échanger, réseauter un petit peu et s'aérer et peut-être s'ouvrir à plein de choses, ou découvrir d'autres métiers de l'entreprise parce qu'on va être en formation avec d'autres personnes, ou peut-être qu'on va être en formation dans d'autres entreprises si on se mélange. Et c'est encore l'idée, c'est je m'ouvre aux autres. Et donc c'est juste un peu comme une bulle d'air, une bulle d'oxygène qu'on propose aux collaborateurs en disant va t'aérer, forme-toi, ça peut être sur plein de sujets, mais ça peut être sur des sujets liés encore une fois aux soft skills, sur des données un peu plus techniques liées au métier, sur des sujets digitaux aussi, c'est aussi important de former là-dessus, et ça à tout âge, parce qu'il faut pas croire non plus que les jeunes sont ultra à l'aise sur ces sujets, pas toujours. La vieille que je suis leur apprend quand même souvent des trucs, et donc c'est aussi important que tout le monde prenne ça en considération en se disant oui, la formation c'est quelque chose et c'est limite
quelque chose qui devrait être revendiqué dès la phase de recrutement. En disant, chez nous, dans nos process, vous allez être formés tous les ans et on demande à ce que vous ayez cette culture apprenante, c'est-à-dire avoir envie et d'avoir ce goût de l'apprentissage. C'est-à-dire que oui, on va vous former, mais si vous avez envie de vous former sur d'autres choses, c'est OK. Et vous avez des entreprises qui, des fois, disent, oui, vous pouvez faire une journée par-ci par-là de bénévolat de compétences, mais ça peut être aussi lancer votre business, avoir un side projet à côté, ou de vous décider de vous former à quelque chose. Si l'entreprise est OK là-dessus, c'est très bien, parce qu'elle va les habituer, justement, à apprendre en continu. Et plus ils apprennent, même si c'est sur d'autres sujets, plus ils auront envie aussi de se perfectionner dans leur métier. Et ça, j'ai un peu... En t'écoutant, j'ai quand même aussi un peu l'impression qu'on touche à un phénomène de société qui est qu'à l'école, on nous a quand même demandé de suivre les règles et de faire ce qu'on nous dit et ce qu'on attend de nous, alors que là, on attend vraiment d'être... aux manettes de notre parcours. Oui, l'entreprise nous met des services de formation à disposition, mais c'est vraiment à chaque talent, sans attendre d'être senior, de prendre son parcours en main. Sauf que parfois, le manager a du mal à nous laisser partir 1 ou 2 jours en formation, sauf que parfois, il n'y a pas les budgets, etc. Donc, il y a un peu... comment on peut être parfois aussi dans une double posture de j'ai envie, mais on peut pas, ou alors ou c'est pas ce qu'on me demande et moi je suis un peu bien dans ma zone de confort. Si on n'a pas les budgets, une entreprise qui n'a pas les budgets, encore une fois, si elle en parle avec son collaborateur en disant écoute, là en ce moment les budgets c'est serré, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on pourrait t'accompagner autrement ? C'est-à-dire, c'est mieux comprendre aussi le pourquoi il voulait faire cette formation, qu'est-ce qui l'intéressait dans cette formation, et du coup, au lieu d'avoir toute la formation complète, est-ce que potentiellement il pourrait faire quelques modules de temps en temps, ce qui permettrait de pas éclater le budget en une fois. Et est-ce que ces modules, on peut les trouver ailleurs, autrement, avec un peu moins cher ? locaux déjà financés, avec... Voilà, il existe mais tellement de possibilités. En fait, encore une fois, c'est pas juste s'arrêter aux besoins qu'a formulé le collaborateur, c'est encore une fois, on va découper tout ça, on va discuter avec lui pour lui dire je veux comprendre, je veux savoir, je veux vas-y raconte-moi. Si le manager il a peur ou parce qu'il se dit oui mais si lui il s'en va pendant 1 jour ou 2 jours ça va être le bordel. Je sais pas si on a le droit au gros mot. Ça va être le bazar. Ça désorganise le service. Effectivement, c'est une question d'organisation. C'est comment on organise le travail. Est-ce qu'il y a besoin de renfort ? Est-ce qu'il y a besoin de recruter pour que le service soit un peu plus nombreux ? Est-ce qu'il y a besoin de redistribuer les tâches et les missions ? Est-ce qu'il y a besoin de redéfinir ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas ? Donc après, c'est aussi comment on s'organise dans le service. On peut pas me dire qu'une personne peut pas quitter un service 1 jour ou 2 jours de temps en temps parce que ce serait dans ces cas-là dramatique. Toute la terre va s'écrouler. C'est pas possible. Ok, non, mais vraiment un élan de mouvement en fait. Oui. Du mouvement. Sortir du rail qu'on nous a mis, effectivement, comme tu dis, dans l'école. Vous faites cette formation, vous ferez cette carrière toute votre vie. Non, ça c'est fini. On va au moins changer de métier. Je crois que c'était 5-7 fois dans notre vie, si c'est pas plus. Donc c'est tout à fait normal. Mais c'est encore ancré en nous, ce côté, il faut rester dans les rails. Et c'est très français de dire, c'est à l'État ou c'est à l'entreprise de faire pour moi. Dès qu'il y a un problème en France, c'est que fait l'État et que fait l'entreprise. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour moi. Quand il y a eu les manifestations pour la retraite, par rapport à la réforme, j'étais derrière mon écran et je voyais quelqu'un qui disait oui mais moi je dois encore faire 10 ans dans ce métier, j'ai pas envie. Je me suis énervée toute seule derrière mon écran en disant mais qui t'a demandé de faire encore le même métier pendant 10 ans ? C'est-à-dire à quel moment on s'est pas dit tiens peut-être que ton travail est peut-être pénible, il est peut-être difficile, que ce soit physiquement ou mentalement, à quel moment on se dit tiens je pourrais peut-être faire autre chose. Ouais. Et en quoi ce serait trop tard de changer. T'as plein de retraités qui vont à l'université une fois qu'ils sont à la retraite. Pourquoi on peut pas le faire avant ? Ce que j'entends, c'est qu'il y a un sujet... notre épisode s'adresse à la fois aux RH et aux seniors qui nous écouteraient, oui. Parce que derrière, c'est l'employabilité. Et ce que tu dis en résumé, c'est en fait chacune d'entre nous travaillons notre employabilité, donc ça s'adresse même aux RH, de continuer à une curiosité intellectuelle et on n'est pas forcément dans un carcan qui nous emmène tout droit, toujours au même endroit. C'est ça, très bien. À moins qu'on veuille être dedans. Enfin, voilà, c'est un choix. Mais même si on est dans un carcan, l'idée, c'est quand même si on veut pas changer de métier, mais voilà, c'est pas avoir d'œillères. C'est-à-dire, je sais quand même ce qui se passe autour de moi. Je suis bien dans mon métier, j'ai pas envie d'en changer, mais je sais ce qui se passe. Ouais. Chez Ma Bonne Fée, on accompagne les situations de vulnérabilité. Et dedans, on met la fin de carrière aussi.
On met aussi plein de sujets, mais qui pourraient faire l'objet d'un autre épisode à part entière, parce que être senior, c'est aussi être dans des situations de vie et de conciliation vie pro, vie perso qui sont pas toujours évidentes. Oui. Et là, on parle des aidants, puisqu'on sait qu'on aura un salarié sur 4 en 2030 qui sera aidant. Je mets ce sujet de côté, même s'il faut l'avoir dans un coin de tête, certainement dans les bonnes pratiques RH. Oui. Mon sujet, c'est plus, et je le vois dans des accompagnements qu'on fait, des personnes proches de la retraite. Alors, il y a plein de questions qui vont être très administratives. Et qui sont importantes. Et qui sont souvent posées un peu en last minute. On en parlait il n'y a pas longtemps avec une RH. Et l'idée, c'est d'anticiper. Et il y a aussi se projeter dans l'après. Enfin, un peu avant, pendant, après. Donc, typiquement, on a fait pas mal d'ateliers à la fois collectifs et individuels sur du coaching, de travailler sur les valeurs. En fait, qu'est-ce qu'on a mis derrière le travail dans tout son parcours ? C'est quoi nos besoins aujourd'hui ? Qu'ils soient financiers, qu'ils soient en fait dans le cadre personnel, etc. Et comment on se projette pour après ? Et donc, ça va être quoi ? Aller chercher nos ressources, etc. Toi, qu'est-ce que tu vois ? Dans tes bonnes pratiques, c'est quoi une fin de carrière et une retraite ? Enfin, une fin de carrière réussie, qu'est-ce que tu mets comme bonne pratique derrière ? L'anticipation, ouais. Tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la personne ait 65 ans pour s'en inquiéter. On peut commencer déjà à y réfléchir. Moi, très souvent, dès 45 ans, je leur dis, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez toucher à la retraite ? Ouais. Et je l'ai même fait avec des étudiants qui m'ont dit, mais madame, on est trop jeune. On n'est jamais trop jeune pour comprendre comment déjà fonctionne le système de retraite et pour se poser les bonnes questions. C'est-à-dire je vais sortir de là, je vais aller chercher... Non, mais en plus, il y a le site pour faire le calcul qui est très bien fait. On peut le faire sur son téléphone ou sur l'ordinateur. C'est ultra fluide et on a les informations qui arrivent tout de suite, sauf si on a eu des carrières un peu compliquées. Découpées, Mais sinon, on a tout de suite l'information en disant, si au salaire qu'on a aujourd'hui, si on va à la retraite avec le même salaire, voilà combien on va toucher. Voilà si on veut